Charlotte, qui va gagner Roland-Garros 2021? Le tirage au sort a été effectué il y a 1 heure maintenant et on n'a pas réussi à le voir. Donc petit coup de gueule avant d'analyser les forces en présence, les favoris, etc. On n'a pas pu voir le tirage au sort. Il n'y a pas de gif non plus animé sur Twitter. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Roland-Garros ne veut pas qu'on diffuse la bonne parole? Moi j'étais complètement choqué. Tu as aussi réagi d'une manière assez vindicative sur Twitter. Bah ouais, c'est clair. Enfin, c'est un grand chelem. Tu peux même pas suivre le tirage au sort. Enfin, c'est incroyable. Et donc on a eu des journalistes qui étaient en train de prendre des photos à l'extérieur des travées comme ça, des photos d'écran, donc c'était complètement lunaire en fait. Complètement flouté. Voilà, donc juste vraiment une situation assez ubuesque. On est en 2021, les gars, faut faire un effort. Il y a les réseaux sociaux et tout ça qui existent, donc motivez-vous. Il faut se sortir les doigts comme on dit dans le jargon. Alors on va analyser tout de suite les tableaux. Donc qui va gagner Roland-Garros 2021? Qui pour battre Rafael Nadal? C'est ça la question. On va commencer par le seigneur de la terre battue, Rafa, et donc dans la partie de tableau de Novak Djokovic. C'était la question, il était DS3, donc il pouvait être dans la partie de Novak, et ça n'a pas loupé. Il est avec Djokovic. Il a un premier tour contre Popyrin qu'il avait affronté sur sa tournée sur terre battue, qu'il a battu 6-3, 6-3. Ça peut être un tour éventuellement dangereux, mais bon, on a vu un Rafa à Rome qui a réussi à monter en puissance. On avait prédit un tableau difficile, et au final, il s'est imposé contre Novak Djokovic en finale. Alors, qu'est-ce que tu vois pour Rafa? Est-ce que tu le sens grand favori, vu le tableau, ou est-ce qu'on a des bémols à mettre? Alors, avant le tirage, je t'aurais dit à 100%, oui, bien sûr, Nadal est le grand favori pour cette édition 2021. Après, bien sûr, on se doutait que voilà, il allait certainement avoir du beau monde dans sa partie de tableau, et puis ça n'a pas loupé. Donc je le vois toujours favori, néanmoins, mais je pense que ça sera peut-être pas aussi facile qu'on l'espérait. Il y a du Novak, il y a du Federer, enfin bref, c'est un peu... c'est vraiment une grosse partie de tableau pour Nadal, mais je le positionne toujours néanmoins en favori numéro 1. Et après, je t'expliquerai pourquoi, si tu veux. Très bien. Alors, Federer, c'est pour le prestige, surtout parce que il affrontera un qualifié. Ensuite, ce sera Rinderknecht ou Cilic. Je pense que déjà, ce serait une réussite pour Roger de passer 1 ou 2 tours en prévision. Évidemment, pour lui, la target principale, c'est la saison sur gazon et puis forcément les Jeux Olympiques à Tokyo. Donc, on a un Nadal dans sa partie, dans son quart, il y a Rublev qui l'avait battu à Monte-Carlo. On a aussi le Joker Karatsev qui pourrait peut-être faire quelque chose. Sinon, on a quoi dans ce quart? Est-ce que peut-être Dieu Gaston contre Gasquet? C'est un match intéressant franco-français avec Gaston qui avait fait une super performance l'année dernière à Roland-Garros, qui avait atteint les 8e de finale et qui affrontera donc Richard. Et donc le vainqueur de ce match jouera potentiellement Nadal, à moins d'une sensation extrême et d'une défaite au premier tour de Rafa. Donc on imagine un Nadal aller en demi-finale assez tranquillement, où tu vois des matchs pièges contre Rublev, ça peut être difficile, hein. C'est une de ces très rares défaites sur la tournée sur terre battue. Ce serait le danger principal, tu dirais, dans ce cas? Clairement, oui. Ouais. Je vois pas d'autre danger pour Nadal dans son tableau avant sa demi-finale. Je pense que ça sera un premier vrai test pour lui, et dans l'optique d'une demi-finale contre Djokovic, je pense que passer un match contre Rublev, ça peut être pas mal, ça peut être intéressant. Après, évidemment, comme tu l'as dit, il va falloir aussi faire attention au Joker Karatsev. Donc lui, pareil, hein, on en avait déjà un petit peu parlé, et c'est vrai qu'on ne sait jamais trop à quoi s'attendre avec lui. Donc, oui, il a sorti une des plus grosses perfs à Belgrade en battant Novak chez lui, Belgrade 1. Dans cette partie tableau, on a aussi Sonego qui était très chaleureux à Rome, qui a fait un magnifique tournoi, qui arrive à gratter ce deuxième set contre Novak et à le porter comme ça dans un troisième, dans un match assez fou. On a aussi Sinner, forcément la pépite italienne qu'il faudra sortir. On se souvient de ce beau match contre Rafa tard dans la nuit l'année dernière. Donc on a un tableau quand même avec des têtes. Le quart de finale semble quand même à portée de Rafa. Moi, ce que je voulais dire sur Rafa, c'est que je trouve que sa tournée sur terre battue, cette année-là, en 2021, ça a été assez laborieux quand même. Hein. On a eu, forcément, là, on va retenir le tournoi de Rome, parce que c'est frais. À Barcelone, il a réussi à battre Tsitsipas, malgré un début de tournoi vraiment laborieux. Contre Ivashka, c'est vraiment moyen. Contre Nishikori, ici, pareil. Mais il arrive toujours, Rafa, à trouver des solutions. Mais pour moi, je me dis que
Ah voilà, Rafa, c'est de moins en moins en fait, il a de moins en moins de marge par rapport au reste du plateau, mais c'est aussi qui peut vraiment le battre en fait. Parce que c'est ça la question, qui peut taper Nadal dans son terrain fétiche à Roland-Garros. Ça c'est toujours un peu pareil. Alors forcément on va parler de Tsitsipas d'ici quelques instants, qui me semble être le joueur qui pourrait s'extraire de la moitié en bas. Mais ouais, Rafa, c'est... alors la marge, ça me nuise, mais il lui reste encore là, tout ce côté mental, cette grinta, cette capacité à trouver des solutions, qui fait que sur ce format en 3-7 gagnants, il reste maître. Tu es plutôt d'accord avec ça? Tu penses que ça reste quand même le boss? Bah, très clairement, et puis bon, même si tu dis qu'il a eu une saison sur Terre un peu mitigée, moi je suis pas forcément d'accord. Alors oui, il a pas forcément été ultra rassurant dans tous les secteurs du jeu, mais il arrive quand même à rafler 2 titres. Alors certes, à Barcelone, c'est passé vraiment pas loin de la défaite contre Tsitsipas, mais... Ric-rac, ouais. Voilà, après, il arrive quand même à battre Rome contre... Il arrive, pardon, à remporter Rome contre Djoko en finale, donc moi je trouve que c'est plutôt rassurant. Et puis pour moi, il faut toujours faire une différence entre des tournois style Rome, Madrid et Roland-Garros, qui est clairement son jardin. Bien sûr. Et puis Roland-Garros, c'est des matchs en 3-7, et on sait qu'à l'heure actuelle, c'est quand même le meilleur joueur au monde sur terre battue dans ce format des 3-7 gagnants. Donc pour moi, il aura toujours un avantage par rapport à tous les autres joueurs, même si c'est Tsitsipas ou Djokovic. Et voilà, même si effectivement, comme tu l'as dit, l'écart se réduit vraiment d'année en année, je pense qu'il a encore de la marge pour aller remporter un 14e Roland-Garros. Et après, j'ai envie de dire, c'est plutôt aux autres de le pousser vers la sortie, parce que il faut aller le chercher. Et je pense que c'est le challenge clairement pour soit Djoko ou Tsitsipas si les deux arrivent à sortir de leur partie de tableau. Ouais, exactement. Ouais. Le truc avec Rafa aussi, c'est que je trouve que maintenant, alors dans son prime, il avait tendance à vraiment écraser ses adversaires, à être bien plus fort quand il pratiquait son meilleur tennis. On se souvient de la finale en 2008 contre Federer qui l'explose totalement avant de le rebattre ensuite à Wimbledon. Rafa, maintenant, j'ai l'impression qu'il est vachement plus dans des plans B, dans des plans C. On est... ouais, il a en fait ce talent aussi de faire déjouer les adversaires. Contre Tsitsipas à Barcelone, Tsitsipas il est lancé, il a remporté Monte-Carlo, il est sur une excellente... dans une dynamique très vertueuse, et puis il arrive en finale contre Nadal. Le premier set, on sent qu'il est encore porté par cet allant, et puis progressivement, Nadal arrive à l'emmener dans ses filières, parce que forcément, t'as toujours ce côté un peu gaucher, avec les effets, côté avantage, quand t'es gaucher, forcément, encore plus sur terre battue, avec l'ouverture des angles, lui, c'est vraiment parfait pour lui, pour son style. Et voilà, même quand il doute, parce qu'on l'a vu douter quand même en préambule de ce Roland-Garros 2021, ça reste un énorme warrior, et c'est très difficile de ne pas lui mettre 5 étoiles. C'est, pour moi, le favori, mais je vais dire le co-favori avec un autre joueur, on va en parler d'ici quelques instants. Donc ça c'est pour Rafa. Parlons maintenant de Novak. Novak qui est donc dans la partie de tableau de Rafa. Alors lui, ce sera Tennis Sandgren au premier tour. Dans son cas, on a, alors en vrac, David Dieu-Goffin, bon ça devrait bien se passer, Lorenzo Musetti aussi. On a, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du Félix Auger-Aliassime, coaché par le tonton, mais bon, grosse crise de confiance très récemment. Ouais. Il n'y a personne pour vraiment battre Djoko avant les demi-finales, on est d'accord? Non. Enfin oui, on est d'accord. Non, nous ne sommes pas d'accord, mais en fait oui. Non, il n'y a personne pour le battre, donc oui, nous sommes d'accord. On a un Lucas Pouille sauvage, éventuellement, deuxième tour. Oh. Ouais, je te vois souffler, Charlotte, ça en dit long. Ça en dit long. Donc, j'aimerais bien, on en est loin malheureusement. Novak, on rappelle une simple victoire en 2016, ça commence à remonter, ça fait 5 ans mine de rien qu'il a gagné Roland-Garros. Il y avait une petite décompression après pour Novak qui avait duré... il avait réussi à bien finir sa saison 2016, et ensuite 2017-2018, on avait connu un Novak avec une certaine petite décompression, ça peut arriver quand t'as tout gagné, essayer de se remotiver, de se rechallenger. On a évidemment aussi la guerre des grands chelems en toile de fond, ça on n'en a pas parlé pour Rafa, mais si Nadal venait à gagner un 14e majeur, ça nous ferait 21 titres du grand chelem, le record absolu, et là je vois déjà certains taper dans les commentaires, le futur GOAT ou pas, ça je vous laisse en décider, ce débat sans fin. Donc pour toi, est-ce que Djokovic
fait partie des outsiders, des favoris. Est-ce que tu as envie de le mettre un cran en dessous de Nadal quand même, évidemment? Oui, pour moi, il reste quand même un cran en dessous. Et tu vois, quand on voit par exemple la finale de l'année dernière, c'est quand même difficile de mettre Novak, je trouve, à égalité avec Rafa. Alors bien sûr, c'était l'année dernière, c'est une autre saison, c'est un autre tournoi, mais Nadal a toujours cette supériorité-là sur terre battue. Après, je pense que tu as dû entendre les propos de notre ami Goran. Oui, Goran il est toujours très chaud pour lâcher des scuds Ouais. avant Roland Garros. Incroyable. Donc il dit qu'en gros, il préférait que Nadal et Djoko s'affrontent en demi-finale parce qu'il pense que Djokovic aurait l'avantage sur Nadal en demi-finale et non pas en finale. Est-ce qu'il a tort, est-ce qu'il a raison, j'en sais rien. C'est pas forcément une analyse qui n'a pas de sens, hein. Je trouve que ça a du sens. Après, c'est toujours pareil. Oui, totalement. Tu dis ça en amont du tournoi, on est encore très loin de la demi-finale. Et on se souvient aussi des déclarations avant la finale l'année dernière qui n'avaient pas forcément porté chance à notre cher Novak. Donc, est-ce que c'est vraiment une stratégie positive, vertueuse de quelque part mettre un peu de pression à Novak qui déjà en a beaucoup parce qu'il vise lui aussi le record de Grand Chelem. Alors certes, c'est pas son terrain de jeu préféré. Je pense que la terre battue c'est clairement maintenant sa pire surface. Il est bien plus à l'aise sur dur et aussi évidemment sur gazon. Il sera sûrement un des favoris d'ailleurs à Wimbledon d'ici quelques semaines. Il y a un truc qui m'interpelle un petit peu avec Djokovic, c'est sa préparation avant Roland. Il a disputé les deux Belgrade, donc là il est en train de jouer à l'heure où on enregistre cette vidéo, juste avant un Grand Chelem. Généralement c'est pas quelque chose qu'on préconise de jouer la semaine avant. Alors maintenant on a l'ATP Cup à l'Open Australie qui a rebattu un peu les cartes, mais je sais pas, est-ce que c'est vraiment pertinent pour lui? Alors lui il dit, mon pic de forme c'est à Roland qui sera présent. Il y a un bon match quand même en finale à Rome contre Nadal, en sachant qu'il était fatigué de la veille, il avait beaucoup joué contre Tsitsipas et Sonego le samedi. On le voit quand même en demi-finale, Novak. Il n'y a pas d'accident avant. Et non, je pense pas, non. Mais ensuite, sur une potentielle projection, parce qu'on a du mal à voir un autre joueur, on vous le dit tout de suite, on a du mal à anticiper quelque chose d'autre qu'un Nadal Djokovic en demi-finale. Un Roger Federer sauvage, non évidemment. C'est pour les fans de Roger, je vous taquine. On sait qu'il est capable de tout. Ouais. Non. Non mais souviens-toi. Je pose mon verre, c'est bon. En 2019, pose ce verre, Charlotte. En 2019, il avait fait un beau tournoi, il était allé jusqu'en demi-finale. C'était sa dernière participation aux Internationaux de France. Mais bon voilà, je pense que Roger, on peut expédier rapidement, à moins que certains illuminés nous disent que il a une chance d'aller taper Novak sur terre battue. Ouais, même Roger lui-même n'y croit pas, donc bon. Oui. On bascule côté bas, l'autre partie de tableau. Alors il y avait cette question, quel est l'heureux élu, le chanceux, qui va tomber dans la partie de Medvedev? Parce que forcément, Daniel sur terre battue, c'est un miracle, hein, c'est vraiment... c'est beau à voir, il danse comme ça sur la terre battue, il glisse très bien, il adore jouer sur cette surface. C'est de l'art, voilà, c'est de l'art contemporain. Et celui qui a tiré le gros lot, c'est notre grec, philosophe à ses heures perdues, Stefanos Tsitsipas, qui sera donc dans cette partie. Alors attention, pour Stefanos, il y a un os dans le potage, pour ne pas dire plus. Il y a beaucoup de serveurs, de gros serveurs dans cette partie. Donc on a John Isner qui a fait un très joli Madrid, Raonic, on a Dieu Opelka aussi, Reilly, que j'embrasse. Donc on a beaucoup de gros serveurs, on a des profils qui sont pas forcément top pour Tsitsipas, qui expose sa faiblesse en retour de revers. Mais bon, ça t'aurait quand même passé pour l'ami Stefanos. Qu'est-ce que tu penses des chances de notre cher grec? Bah écoute, tu vois, moi, je place Nadal en favori et ensuite en outsider, Djoko et Tsitsipas à égalité. D'accord, ok. Voilà. Alors on a un bon Tsitsipas, super tourné sur terre. Malheureusement pour lui, il perd un match au couteau contre Nadal en finale de Barcelone, on en a parlé. Alors là il a gagné Lyon, donc il est sur une bonne dynamique, l'ami Stefanos. Ça reste quand même le meilleur des autres, je pense, sur cette surface. Après évidemment il faudra s'extraire de ce quart, il peut toujours y avoir un accident, forcément. Il y a un Tommy Paul aussi qui m'intéresse beaucoup, que j'aime bien, c'est un joueur qui progresse là ces dernières semaines. Mais sinon on a aussi forcément Daniil, un petit mot rapide, il tombe contre Bublik.
Évidemment. C'est pas encore pour cette année, hein, le premier tour à Roland. Aïe, 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 Bon. mauvais tirage pour Daniil qui tire le Kazakh, qui est, en plus, je trouve, dans des bonnes dispositions sur cette tournée sur Terre. Ouais, c'est clairement, pour Daniil, rendez-vous, peut-être déjà l'été américain, on verra, mais s'il passe déjà un tour, c'est très, ce serait en fait une belle perf, hein, franchement. On peut le dire assez aisément. Donc on a le Stefanos. En haut, on a du Zverev, du Thiem, forcément, hein, les deux joueurs qui encadrent ce quart de tableau. Thiem, petite question quand même. Hein. C'est le facteur X de ce tournoi. On sait pas du tout. Enfin, on a des éléments de réponse. On a vu un beau Madrid et après, par contre, des résultats décevants, et notamment à Lyon où il se fait taper contre Nori. Ah ouais, c'était le fantôme de Thiem. Hein. Ouais, tu le sens comment, toi, Dominique, sur ce tournoi qui reste quand même assez coté par les books, mais j'ai du mal à le voir aller très loin. Enfin voilà, on a quand même vu sa préparation sur terre était quand même pas folichonne. Et on sent clairement que c'est un joueur là qui manque de confiance, qui manque de rythme, donc j'ai du mal à le voir enchaîner les matchs en 3-7 gagnants là sur terre battue pendant 15 jours. Oui. Malheureusement, parce que tu vois, je pensais qu'il allait pouvoir un peu surfer sur sa victoire à l'US Open pour justement se positionner parmi tous les grands favoris dans les grands chelems, et ça fait un peu chez Thiem, et c'est dommage parce que on le plaçait, tu vois, l'année dernière, pour l'édition 2020, on l'avait placé, je pense, en deuxième favori derrière Nadal, mais là, pour moi, Thiem, il fait même pas partie des outsiders, tu vois. Ouais, alors moi je le classe quand même dans le deuxième rideau, parce que ça reste Dominic Thiem, ça reste du format en 3-7 gagnant qu'il maîtrise. On sait que c'est un diesel dodo, donc il a besoin de monter en puissance. C'est un format qui lui laisse du temps. Alors ce sera Pablo Andújar qui a battu Roger à Genève. C'est un format qui lui laisse du temps. Je pense, et j'espère pour l'intérêt du tournoi, qu'il va réussir à monter en puissance et à passer quelques tours. Attention à Fabio Fognini, hein. Quand l'italien est chaleur, ça peut être un souci. On a un Arthur Cazaux aussi sympathique qui pourrait éventuellement passer un tour dans cette partie. Je remonte forcément, je vois Benoît Paire contre Casper Ruud, tirage atroce pour notre saltimbanque français. Sinon, on a... alors moi j'aime beaucoup Kei Nishikori, je m'en suis jamais caché. Ce sera un qualifié. Il peut se passer des choses avec Kei, je pense que c'est en troisième rideau, le japonais qui a toujours bien aimé cette surface. Oui, et puis il joue pas mal ces derniers temps. Ouais, il joue bien, et puis là, on a des joueurs intéressants. On a du Evans aussi qui a fait un super Monte Carlo. Et Coco Moutet aussi, pourquoi pas. Hein. Enfin, là, je suis en train de vous lire tous les noms de ce cas. Mais je trouve que c'est un cas, certes, Zverev, avec ce qu'il a montré ces dernières semaines, est pour moi le favori de cette partie. Mais il peut se passer des choses, un Casper Ruud. Après, Zverev, c'est pas non plus le joueur le plus régulier mentalement en grand chelem, donc lui, c'est pareil, il peut avoir une petite défaillance et du coup, les autres pourront en profiter, mais exactement. C'est beaucoup plus ouvert de toute façon de ce côté-là, ça c'est clair. Ah oui, exactement. Zverev, comme tu l'as dit, la question c'est quel Zverev à Roland-Garros ? Est-ce que c'est celui de Madrid qui marche sur l'eau, mais les conditions à Madrid elles sont spéciales, on le rappelle, hein, c'est en altitude, les balles elles explosent, elles giclent après le rebond, c'est vraiment les grandes tailles qui ont bien performé sur ce tournoi. Donc là ce sera des conditions qui sont beaucoup plus proches de Rome, où il s'est fait quand même recadrer sèchement par l'ami Rafa, mais j'ai du mal à voir autre chose qu'une demi-finale Tsitsipas Zverev dans cette partie. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Alors je te dirais oui pour Tsitsipas évidemment, mais Zverev, je suis un petit peu plus réservée, tu vois. Franchement, voilà, comme tu dis, ça va dépendre du visage qu'il va nous montrer là pendant ce Roland. Ouais. Il peut être très fort comme très inconstant, donc Zverev c'est toujours compliqué, je trouve, à pronostiquer, on sait jamais trop comment il va être. Mais tu vois, Daniel Evans par exemple, je serais pas étonnée qu'il ressorte du lot, il a quand même fait de très beaux matchs ces derniers temps et... Pourquoi pas un petit Evans. Après, y a Casper Ruud aussi, qui est pas mal, mais... Voilà, Casper qui est allé très facilement top 10 sur cette surface. Personnellement, moi je pense qu'il est plutôt dans les 6 et 7 meilleurs joueurs sur terre battue. Donc lui, clairement, il est attendu vraiment cette année faire un truc. Alors s'il peut aller jusqu'en demi, ce serait énorme pour lui, mais déjà un quart, ce serait très beau. Ouais, c'est clair. Il reste quand même... quelques étapes à franchir pour Casper. On a senti en Master 1000, pareil,
cette espèce de complexe en demi-finale. Donc à voir pour Ruud, mais clairement un joueur à suivre sur cette surface. Un pur terrien, lui, pour le coup. Donc on se dit quoi en demi? On se dit Djoko Nadal, ça c'est sûr, c'est verrouillé, c'est dans le marbre. Tout à fait. Et Tsitsipas, alors toi tu dirais Tsitsipas contre... Ah, je peux rester sur Tsitsipas Zverev pour jouer la sécurité, mais je suis pas sûr à 100% de mon choix, on va dire. Faut que je potasse le tableau. Faut que je réfléchisse. Bah, tu vas nous poster d'ailleurs, je pense, comme d'habitude sur Twitter, ta projection des tableaux. Ça sera fait demain, sans faute. Très bien, demain on retrouvera donc Madame Tennis sur Twitter. Oui, donc il y a des questions sur ce tableau, il y a des questions forcément sur ce Roland Garros chez les hommes. Nadal qui, on le répète, moins saignant, moins dominant que les années précédentes. Déjà en 2020, il avait gagné selon moi de la seule façon dont il pouvait gagner, c'est-à-dire en écrasant ses adversaires, en sprintant du début à la fin. Il va y avoir une question qui va se poser pour lui, c'est est-ce qu'il peut tenir des matchs 3, 4 heures, 5 heures et les enchaîner? Alors qui arrivera à le pousser jusqu'à ça aussi, déjà c'est la question. Qui va réussir à le pousser dans un 4e ou dans un 5e set? Personne n'avait réussi à lui prendre le moindre set en 2020, donc c'est la question avec Rafa. Moi je suis convaincu Tu vois, pour remettre dans le contexte 2020, je t'interromps juste 2 secondes. Tu vois, en 2020, on était quand même super inquiet pour Nadal. On disait oui, mais bon, il fait froid, les balles vont être lourdes, tu vas voir. Au final, qu'est-ce que ça a changé? Absolument rien. En fait, j'ai l'impression que tous les ans, on invente entre guillemets des problèmes à Nadal. Et puis au final, on se dit, oh, à 40 ans, il aura gagné, je sais pas, moi, son 20e Roland Garros. Enfin, je sais pas, j'ai pas fait le calcul dans ma tête, mais en fait, j'ai l'impression que tous les ans, on essaie de trouver des problèmes et tous les ans, il marche sur l'eau en fait. Le truc avec lui, c'est pas forcément son niveau le problème, c'est le niveau des autres. Il faut que les autres arrivent à tenir un certain niveau pendant 3 sets. Ça va être sur le central, ça va être sur le châtrier. Il faut mentalement pouvoir résister. Parce que Nadal, même s'il est mené 5-2, tu sais qu'il va s'accrocher, il va essayer de revenir. Toujours à essayer de trouver des solutions. Alors parfois, et il faut le dire, on est obligé, c'est notre rôle aussi, un peu de surutilisation des règles parfois, donc un ralentissement, je trouve, assez agaçant à titre personnel. Là, c'est vraiment, ça n'engage que moi, mais voilà, les 25-30 secondes, enfin 25 c'est autorisé, mais 30 secondes pour servir, parfois c'est un peu ennuyeux, les tocs et tout ça. Enfin bref, ça reste un dimanche champion, mais on peut aussi émettre des bémols, on n'est pas obligé de tout avaler sans critiquer. Donc voilà, Rafa en fin de règne, mais quand? En 2021, en 2022, en 2023, en 2024, ça reste à questionner. Mais quand même, on le voit porter le trophée, il me semble, de l'année dernière. Ça restera, quoi qu'il arrive, un immense exploit de battre ce joueur à Roland-Garros. Peut-être le truc le plus dur à faire en tennis, je pense. Donc chapeau à celui qui le fera. Si on se projette sur la finale, chez les hommes, Charlotte, qui va en finale de Roland-Garros 2021? Attention, ce clip sera réutilisé uniquement si tu as tort. Oh, mais le problème, c'est qu'à chaque fois que je fais des pronostics, j'ai toujours tort, de toute façon. Non, mais écoute, on va aller sur une finale Nadal-Tsitsipas. Très bien, mais c'est la mienne aussi. Je me suis pas trop mouillée, hein. Bon, non. Voilà, hein, c'est classique, on va dire, mais... En fait, ce serait beau, je trouve, pour l'intérêt de ce tournoi, d'avoir une revanche de ce match à Barcelone. Parce que c'était peut-être le plus beau match de la saison sur terre battue. Il y a eu beaucoup de rebondissements, etc., etc. Donc le niveau de jeu n'était pas toujours optimal, mais la dramaturgie, voilà, il s'est passé un truc sur cette rencontre qui fait qu'on a envie d'avoir un remake quand même, je pense. Alors le vainqueur pour toi de Roland-Garros 2021, ce sera... Nadal. Ok, c'est signé. Pour moi, ce sera Stefanos Zverev. Non, Stefanos Tsitsipas, bien sûr. Surprise. Benoît Paire, hein? De quoi? Benoît Paire. Alors, vous avez notre pronostic et notre analyse du tableau pour les garçons. On va balayer en vitesse le tableau féminin. Je vais laisser à Charlotte l'occasion de nous exposer son avis. Alors, on a, je pense, à l'évidence, du Barty et du Swiatek qui vont se disputer une place en finale parce qu'elles sont dans la même partie de tableau. Oui. Comment est-ce que tu le ressens, ce tableau? Qu'est-ce que tu as vu qui t'a accroché le regard comme ça?
Ah bah écoute, je trouve déjà dans un premier temps que Barty, pour moi, a une partie de tableau relativement facile pour aller jusqu'en demi-finale. Oui. Après, oui, évidemment, je pense qu'on peut aller assez aisément vers une demi entre Swiatek et Barty, même si on sait que chez les filles, c'est jamais aussi simple. Oui. Après, vu leur préparation sur terre aux deux, je trouve que c'est quand même plutôt cohérent. Barty qui a vraiment montré un très très bon niveau sur les derniers tournois qu'elle a joués. Swiatek qui a complètement roulé sur la concurrence à Rome. On parlera même pas de cette finale contre Pliskova. Incroyable. C'est une boucherie. Ouais, mais elle a un super jeu pour cette surface. Bien sûr. Elle a une marge par rapport au câble. On sent qu'elle est designée pour être une patronne sur terre battue, quoi. Et quand je vois jouer Swiatek, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes avec Nadal. Et tu vois, elle dit justement que c'est son idole, mais ça se voit dans sa manière, même sur certains petits gestes, certains tocs et tout. Elle le kiffe, ouais. Ouais, non, mais ça se voit et je trouve ça génial. Donc pour moi, très clairement, dans la partie haute du tableau, c'est les deux qui vont se détacher. Ouais. Après, attention, parce qu'on a quand même d'autres joueuses qui sont plutôt solides. Il y a Sakkari aussi, notamment. Oui. Bon, après, c'est toujours un peu plus compliqué d'en détacher plusieurs, parce qu'on sait que chez les filles, c'est toujours plus ouvert. Pourquoi pas Cory Gauff, qui peut nous faire une petite surprise. Elle vient de gagner un tournoi la semaine dernière sur terre battue. On a un très beau Kenny Ostapenko aussi au premier tour. Ah oui, ça peut être sauvage. Contre une ancienne vainqueur de Roland, donc voilà, dans un premier tour. Ça, ce sera intéressant. Je pense que c'est le pendant du Gaston Gasquet qui sera immanquable, forcément. Je pense que j'espère que ce sera le dimanche, donc dimanche qui arrive. Au niveau de la partie basse, on a du Sabalenka qui c'est de la dynamite. Tu penses que c'est elle qui pourrait ressortir de cette partie basse ou pas? Alors Sabalenka, pour moi, elle fait partie des outsiders. Après, le truc un peu compliqué avec elle, c'est que je la vois mal tenir 15 jours. Ok, ouais. J'ai du mal à la voir régulière pendant 15 jours sur un tournoi entier. On sait que Sabalenka, c'est un jeu à très gros risque et qu'un jour ça passe, un jour ça casse. Donc c'est la seule petite réserve que j'ai par rapport à cette joueuse. Par contre, il y en a une autre évidemment que tout le monde attend, c'est Andreescu. Oui, qui s'est retiré de Strasbourg là. Ouais. Alors, apparemment, c'était pas très grave, mais. Oui, peut-être un principe de précaution avant Roland. Évidemment, on l'attend beaucoup. Alors, elle est dans la partie d'Osaka, qui n'est pas forcément attendue très très loin. On en parlait en off juste avant. Son objectif aussi, ça va être essayer de perdre des matchs de perdre vite pour pas avoir à payer l'amende. Bah oui, ça fait cher. De la conférence de presse, on rappelle, Osaka a décidé de ne pas répondre aux journalistes après les rencontres. Alors elle a exhibé sa santé mentale, ça on peut le comprendre. On n'est pas là pour discuter de ce fait ou pas. C'est quelque chose qui peut éventuellement être un problème pour les sportifs et les sportives d'avoir cette pression comme ça, de devoir répondre à des questions qui sont parfois un peu débiles en conférence de presse. Faut pas se mentir non plus. C'est un peu le robinet d'eau tiède souvent. Donc elle a pris cette décision. Mais après, Osaka, forcément, c'est une communication cadenassée. C'est une utilisation des réseaux qui est optimisée, pour ne pas dire un vilain gros mot. Donc bref, on revient sur le sportif. C'était juste la petite parenthèse loufoque. On a... Allez, je te pose une question. Qui va en finale? C'est dur, mais qui va en finale chez les filles? Barty. Et... Mais c'est le choix du cœur après. Hein. Ah, vas-y, Caro Garcia, c'est ça? Choix du cœur, j'ai un petit peu de raison quand même. Oui, même. Arrête. Non, allez, je vais quand même miser sur Andreescu, mais même si voilà, ça semble peut-être un peu ambitieux, on sait pas trop ce que ça va donner ce Roland-Garros pour elle, mais c'est une joueuse qui a quand même montré qu'elle était capable de revenir très très fort sur des gros tournois, donc pourquoi pas. Après, peut-être Sabalenka, je pense, je sais pas, Andreescu, Sabalenka, ou... C'est vachement plus ouvert en fait dans la partie basse du tableau, donc c'est un peu plus difficile à pronostiquer. Ça va être une fille encore qui va sortir de nulle part. C'est très possible, hein, franchement. C'est pas un scénario inenvisageable. Non, ça l'est pas. Victoire finale, du coup, tu ne vois plus Swiatek porter le trophée. C'est ce que tu es en train de nous dire là. Bah écoute, je pense que Barty est quand même largement favorite. Après, voilà.
On verra, hein. Vu que je suis nulle en pronostic, ça sera ni Nadal ni Barty, mais c'est pas grave. Ce sera Daria Kasatkina. Oh, bah ça me va très bien. Jouer ce que j'adore et ça me va très bien. Pour conclure cette vidéo, dans la bonne humeur, on va parler juste un court instant des Français. Dans la bonne humeur, tu termines par les Français. Donc, on est évidemment dans une période là qui va être assez difficile, assez sombre. Hein. On est un peu comme dans l'hiver londonien, là, avec de la fumée partout et une ambiance délétère. On n'a pas grand-chose à espérer. Du côté français, chez les garçons, on a un Hugo Humbert qui est le prospect intéressant de la nouvelle génération, mais sur terre battue, ça va pas du tout. On a un Rinderknecht qui nous a fait un bon lion, mais de là, peut-être il peut peut-être se farcir un Roger Federer. Allez, on en parlait justement, Allez. Et j'aimerais bien voir cette petite affiche là. Bon, c'est sûr que Cilic, c'est pas forcément cadeau, mais faut bien s'enflammer un petit peu. Hein. Côté français, est-ce que Allez, on va essayer de s'inventer des vies pour terminer. Allez, un miracle. Qui peut nous sortir un miracle? Gaël? J'aimerais bien, parce que ça me fait de la peine de le voir comme ça. Après, j'ai envie de dire, s'il y a bien un endroit où il peut se redonner un peu de confiance, c'est à Roland. Ouais. Pourquoi pas Gaël, mais bon, Ramos-Vinolas au premier tour... c'est pas de la tarte, hein, parce que Ramos-Vinolas, il a gagné des matchs là, sur la saison sur terre. Mais mon fils, ça fait des belles choses, hein, je trouve. Après, il perd 2 matchs serrés au tie-break du 3e. Il a enfin remporté un match pour se préparer à Roland. Je pense qu'il lui manque encore quelques semaines de compétition, il lui manque des victoires. Après, il y a l'effet Roland, l'intox, essayer d'amener une partie du public avec lui, enfin tout le public, mais du coup une jauge du public, vous m'avez compris. Donc voilà, c'est un peu tristoun, hein, on essaie de vous donner du baume au cœur comme ça sur les Français, mais on va pas... C'est triste, surtout que là, on se dirige très certainement vers le dernier Roland, je pense, de Tsonga. Gasquet, je pense aussi. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, je trouve, de les voir un peu dans l'ombre comme ça. Et moi personnellement, ça me fait de la peine. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien leur taper dessus, dire ils sont nuls, ils servent à rien, patati patata, mais oui, ça c'est facile. Faut quand même pas oublier qu'ils nous ont fait vibrer pendant plusieurs années et qu'on aimerait bien voir une dernière petite flamme comme ça, là, venant de nos petits mousquetaires. Bon voilà, ça va être compliqué, je pense. Notre meilleur français, Jérémy Chardy, il va jouer Tsitsipas, donc voilà. Ouais. Quand ton meilleur français c'est Jérémy Chardy, c'est que quand même t'es pas non plus au top du top. Juste Gasquet, attention, il lui reste de la magie dans la raquette. Alors, je pense que c'est un des meilleurs joueurs du monde sur un set gagnant. Par contre, il faut gagner 3 sets, hein, forcément sur... c'est peut-être une nouvelle idée de format à soumettre à Patrick Mouratoglou. Patrick qu'on embrasse. Sur ces belles paroles, on va vous souhaiter un excellent Roland-Garros, une couverture acharnée, dantesque sur la chaîne. Les digests, forcément, quotidien à partir de dimanche. Madame Tennis à ma droite, qu'on retrouve évidemment sur son réseau social préféré, avec le petit oiseau bleu. Toujours un super humeur, bon esprit sur ce réseau social. Merci d'avoir participé à cette courte vidéo comme ça, détendue. Et puis on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne. À très bientôt, Charlotte. Salut. Ciao.